l'écoute des radios Mali. Il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, face aux multiples dangers qui guettent le fleuve Niger, une coalition nationale avec comme chef de file le ministre en charge de la communication, Al-Hamdou Ag-Ilien, a vu le jour. Objectif, sauver le fleuve Niger qui est la sève nourricière du Sahel. Ibrahim Kaou Konaté nous en parlera. Une semaine pour orienter, édifier les nouveaux bacheliers sur le choix universitaire utile pour eux. C'est la trouvaille du club autodidacte en collaboration avec l'Université polytechnique d'excellence Toubakoro. Dossé Babadiara nous en dira un peu plus. Dans le viseur de Brahma Traoré ce lundi, les utilisateurs d'écouteurs en pleine conduite, un phénomène qui prend l'ampleur et pourtant préjudiciable pour les autres usagers de la route. Or, du Mali au Gabon, la transition va durer 24 mois. L'annonce a été faite par le Premier ministre Raymond Dong Sima. Et puis, le sport sera l'affaire de Foutoukhi Tunkara. Avec lui, on parlera du match amical Côte d'Ivoire-Mali en football, de tennis, avec l'insatiable Novak Djokovic à 36 ans qui vient de remporter son 24e titre de Grand Chelem. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 11 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. La cérémonie de l'Assemblée générale ordinaire de la Coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger s'est tenue ce week-end au Musée national de Bamako. Cette assemblée a permis aux participants de présenter un document de plaidoyer en vue de sauver le fleuve Niger, sève nourricière du Sahel. La cérémonie était présidée par le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration, Al-Hamdou Ag-Ilien. Ibrahim Kaou Konati. Cette assemblée a permis aux acteurs œuvrant dans le domaine de la protection et la sauvegarde de l'environnement et de l'eau de se retrouver autour du fleuve Niger et ses gros affluents. Dr Sidiba, président de la coalition pour la sauvegarde du fleuve Niger. Face au constat de la dégradation du fleuve Niger, qu'il y a une diminution des ressources halieutiques, donc tout ça a donné l'idée de se mettre ensemble pour conjuguer les efforts afin de sauver le fleuve de tous ces fléaux qui l'assaillent. La sauvegarde du fleuve de Liba nécessite une synergie d'action, d'où l'élaboration d'un document de plaidoyer. Adama Samasekou, président du conseil consultatif. La question de nos fleuves est d'une importance capitale. Nous devons tous légitimement nous en inquiéter. État, collectivités, gens du fleuve et populations riveraines, décideurs et administrés, exploitants et autres utilisateurs. Il s'agit de patrimoines vitaux aux ressources innombrables pour notre vie et pour la vie. Abdourahmane Oumarou Touré, directeur général de l'Agence pour le bassin du fleuve Niger. Le fleuve Niger est malade, et même très malade. Frappé de plein fouet par les effets pervers du changement climatique, mais aussi de l'action de l'homme, avec leur couleur de sécheresse, d'ensablement et de pollution de tout genre. La protection de ce patrimoine commun est aussi une préoccupation des plus hautes autorités, d'où la mobilisation de plusieurs départements. Al-Hamdou Ag-Ilien, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration. Le fleuve Niger, c'est quand même une vie d'abord, humaine, une vie de la flore, de la faune, une culture aussi. Quand vous partez à Mopti, vous voyez qu'il y a toute une culture qui se construit autour du fleuve. Le fleuve aujourd'hui, qui est une artère centrale pour tout le Sahel, parce qu'il traverse tout le Sahel et il va jusqu'à Port Harcourt. La protection du fleuve Niger est un problème d'abord de l'humanité. À la fin des travaux, Dr Sidiba a été reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans. Le fleuve Niger est un bien commun, œuvrons tous à sa sauvegarde. Ceci dit, une vingtaine d'hommes des médias viennent de boucler une formation de 2 jours à l'initiative de la Maison de la Presse. Il était question de renforcer les capacités de ces jeunes journalistes de l'audiovisuel, une formation sanctionnée par un certificat. Awa Adama Koulibaly. Au vu de la prolifération des médias combinée à la situation sociopolitique de notre pays, il est important de maintenir les acteurs médiatiques dans leur rôle régalien, celui d'informer sainement le public.
C'est dans cette logique que les journalistes radio et télé ont été entretenus sur la réalisation de productions pertinentes et mieux présentées. Salif Sanoko, formateur. L'écriture radio, c'est une écriture à part. L'écriture télé, comment faire un reportage en télé, c'est différent de ce que l'on fait à la radio, mais les gens font souvent la confusion. On va voir également les techniques pour pouvoir mener une bonne interview. Parce que vous savez, l'interview, ça se prépare et ça se travaille. Et surtout, quel est le rôle d'un animateur-présentateur? On voit à longueur de journée des animateurs-présentateurs qui font le zouave, la comédie. Non, être animateur-présentateur, c'est une tâche extrêmement importante et qui répond à des exigences précises et surtout à une préparation. À la fin de ce rappel des rudiments du métier, les participants sont prêts à exploiter au mieux les compétences acquises. Ousmane Bari, journaliste à Pinal TV. Nous, les jeunes journalistes ou soi-disant animateurs, nous commettons beaucoup d'erreurs. Grâce à ces 2 jours de formation, Salif nous a fait savoir que dans une émission, éviter ceci, éviter cela. Avec ça, nous pouvons améliorer davantage nos émissions. Nana Samake, journaliste à Radio Clédou. Chaque fois que je fais une émission, je suis plus accro au mot alors. Donc, ça m'a permis de me rendre compte de cela à l'issue d'un débat qu'on a simulé ici. La haute autorité de la communication a salué cette initiative qui vient faciliter sa mission de veille et d'assainissement du paysage médiatique malien. C'est parti pour la semaine des bacheliers. Cette semaine organisée par le club autodidacte en collaboration avec l'Université polytechnique d'excellence Toubakoro Alassane Doucouré IPETAB. Pendant 9 jours, les nouveaux bacheliers seront édifiés et orientés sur le choix de leur filière d'études universitaires. Dossier Babadiara. Accompagner les nouveaux bacheliers dans le choix de leurs études supérieures, leur permettant d'avoir un parcours universitaire brillant. C'est tout l'essence de la semaine des bacheliers. Elle est organisée depuis 2013 par les clubs autodidactes des enseignants après les résultats du baccalauréat à l'intention des nouveaux bacheliers. Djibril Dramé, enseignant, président du club autodidacte. Ça prend 9 jours d'ateliers de formation et d'orientation. Durant ces ateliers-là, nous leur aidons à découvrir d'abord leurs potentialités et leurs aptitudes, leurs talents. On les apprend avec la collaboration des parents parce que les parents ont leur mot à dire dans l'orientation aussi des élèves. Pour le président du club autodidacte, la course au diplôme est l'objectif de la plupart des élèves et étudiants. Selon lui, un phénomène à combattre. Djibril Dramé, enseignant, président du club autodidacte. Le diplôme n'est pas garant de la réussite. C'est un certificat qui montre que vous avez atteint un certain niveau intellectuel. Mais si vous réellement vous avez le diplôme et qu'on vous appelle dans une entreprise ou dans un bureau, on vous demande de travailler, vous êtes incapable de faire une production intellectuelle. Ça veut dire que vous n'avez pas le niveau de votre diplôme. Donc, je demande aux élèves de se lancer dans une course de niveau pour leur insertion socio-professionnelle. Chaque année, un établissement scolaire est choisi pour abriter cette semaine des bacheliers. Taïrou Alpha Diakité, élève au lycée Toubakoro, nouveau bachelier. C'est une nécessité, c'est pour guider les élèves vers les différentes filières qu'ils peuvent fréquenter. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes à ce niveau. Même jusqu'à présent, je ne me suis pas encore trop décidé. Un concours entre les bacheliers est prévu pour clôturer les activités de cette année. Une remise symbolique des livrets sur l'enseignement supérieur au Mali a mis fin à la cérémonie. Au Gabon, une transition de 24 mois a été fixée hier par le gouvernement. Selon le Premier ministre Raymond Don Simon, ce délai est raisonnable pour pouvoir organiser des élections libres et transparentes. Il a également ajouté que cette période pourrait être légèrement supérieure ou inférieure à 2 ans. Au Maroc, le bilan du séisme dévastateur qui a ravagé le pays dans la nuit de vendredi à samedi continue de s'alourdir. Le dernier bilan provisoire fait état d'au moins 2122 morts et 2421 blessés selon le ministère marocain de l'Intérieur. Et puis, face à ce drame, l'Algérie a ouvert son espace aérien fermé depuis septembre 2021 aux vols transportant les aides humanitaires et des blessés. L'Algérie a aussi envoyé en urgence 80 secouristes de la protection civile. Le président nord-coréen Kim Jong-un est attendu à Vladivostok en Russie pour un sommet avec Vladimir Poutine, le président russe. L'annonce a été faite par le Kremlin qui n'a pas encore donné de date précise. Au menu, un entretien avec Vladimir Poutine, mais aussi une conférence de presse commune des 2 présidents. Pour ce premier voyage officiel de Kim Jong-un à l'étranger depuis la Covid-19, il a choisi de rallier Moscou par le train Vladivostok plutôt.
Il est devenu une nouvelle mode dans la circulation à Bamako. Porter les écouteurs pour téléphoner, recevoir des appels ou encore écouter la musique en pleine conduite. Beaucoup d'usagers, surtout les jeunes, s'adonnent à cette pratique. Mais savez-vous qu'elle pourrait être à l'origine des accidents graves, voire mortels? Selon certaines études, la capacité de réaction lorsque l'esprit est concentré sur autre chose se trouve amoindrie. Le grand format du lundi s'intéresse à ce sujet. Il est signé Broma Traoré. C'est une journée ordinaire à Bamako et la circulation, comme à l'accoutumée, est très animée à l'heure de pointe. Dans cette atmosphère surchauffée, Achita Keita tente de se frayer un chemin. Dans ses oreilles, elle porte les écouteurs de couleur blanche et savoure de la bonne musique en pleine circulation. La pratique est devenue un plaisir pour cette étudiante d'une trentaine d'années. J'utilise les écouteurs pendant la conduite tout d'abord. La musique est une source d'inspiration pour moi. Ça me motive quand je fais des longs trajets, ça me distrait quand je mets les écouteurs. J'arrive bien à me concentrer sur la conduite avec les écouteurs parce que je mets pas le son à fond et j'ai jamais eu de problème. Je fais de telle sorte que je puisse attendre les klaxons des autres conducteurs ou conductrices. Elle n'est pas la seule à porter les écouteurs pendant la conduite. Fatmata Koulibaly est aussi adepte de cette nouvelle tendance. Impossible pour elle de mettre en marche sa moto sans d'abord porter ses écouteurs. Pendant la conduite, j'utilise des écouteurs parce que très honnêtement, le bruit des klaxons des voitures, des motos et tout ça me font peur sur la route au fait. Donc porter les écouteurs me permet de ne pas écouter ces bruits-là. En gros, tu prends du goût à écouter de la musique, surtout quand c'est un morceau qui te plaît bien. Tu chantes en cours de route, ça te distrait. Jusque-là, alhamdoulilah, je n'ai jamais eu de problème, d'accident ni de choc parce que j'ai utilisé les écouteurs en cours de route. Assis sur sa moto de marque Jakarta, son smartphone en main, Suleiman Sissé rentre d'une course en ville. Transpirant un peu, il a toujours les écouteurs aux oreilles. L'air port est devenu plus qu'un plaisir pour lui. J'utilise les écouteurs pendant la conduite de la moto, uniquement pour les appels téléphoniques. Je m'arrête à côté pour répondre. Parfois, j'écoute de la musique. Le port des écouteurs pendant la conduite est devenu presque normal dans la circulation. Pourtant, la pratique représente un grand danger pour les porteurs et les autres usagers, puisque conduire et écouter la musique s'avère incompatible. Dr Souleymane Koulibaly est psychiatre. Quand il y a plusieurs choses qui se présentent à l'esprit, il fait une sélection selon l'intérêt qu'il aura accordé au message. Les situations qui se présentent à nous sont décodées par notre esprit en termes de messages. Et l'esprit va faire la sélection des messages en fonction de l'intérêt accordé au message et l'immédiateté de la réponse à donner ou la capacité à pouvoir différer la réponse à un autre moment. Il fait la sélection en fonction de la situation d'urgence et pour poser une action adaptée à la situation. Voilà, l'esprit peut faire des actions comme ça, mais il y a toujours une sélection à faire. Pas 2 ou 3 choses à faire à la fois, 2 ou 3 choses à la faire à la suite. Porter les écouteurs reste un plaisir pour certains conducteurs, un plaisir qui pourrait avoir des conséquences incalculables, notamment la mort. Écouter la musique et en même temps circuler. Vous savez que l'oreille, les yeux, la peau et d'autres organes de sens sont des voies qui nous amènent à prendre l'information de l'extérieur et à nous situer par rapport à l'extérieur. Donc si vous entendez un bruit qui est inhabituel, ça vous permet de vous mettre dans une certaine position donnée. Est-ce que le bruit là représente un danger? Est-ce que le bruit là représente quelque chose qui n'est pas dangereux? Mais si déjà le conduit auditif est bouché et qu'on n'est pas alerté par l'environnement qui nous entoure, on peut être facilement confronté au danger sans pour autant être prêt à gérer ce danger-là. Voilà ce qui peut arriver quand on a l'écouteur à l'oreille. Il faut aussi dire que la conduite doit tout simplement capter l'attention de la personne, la totalité de son attention. Alors, si vous êtes en train d'écouter quelque chose, il va de soi que votre attention va quelquefois porter sur ce que vous écoutez et ça se déconnecte sur les aspects de la conduite. Et cela peut augmenter les accidents de la circulation par l'inattention. Ibrahim Konaté est formateur dans une auto-école à Bamako. Dans les techniques de conduite qu'il enseigne à ses apprenants, un point d'honneur est mis sur l'interdiction des écouteurs au volant. Le port des écouteurs, ça peut distraire un conducteur. Donc, ça peut même allonger son temps de réaction. C'est quand un danger se présente devant vous. Donc, le temps que vous allez mettre à freiner. Donc, si cela prolonge, donc, ça peut provoquer un accident. Pour ne pas provoquer un accident, faut-il alors s'éloigner de la pratique? La réponse est certainement affirmative, car conduire en écoutant la musique met non seulement sa vie en danger, mais aussi
celle des autres. Lui, il ne l'utilise pas pour conduire, mais plutôt pour faire la retransmission des matchs de football. Il sera là dans un instant pour la page sportive. Ce générique annonce la page sportive de ce 13h qui sera animée en direct par Fotigui Tunkara. Fotigui, bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Supercoupe Colonel Assimi Goïta, la première demi-finale se joue cet après-midi à Koulikoro. Oui, elle mettra aux prises le CNT premier de la poule A et Ségou deuxième de la poule B. Le coup d'envoi est prévu cet après-midi au stade Diarra H de Koulikoro. Le vainqueur se qualifiera pour la finale et connaîtra son adversaire demain mardi à l'issue de la deuxième demi-finale qui opposera Bamako premier du groupe B à Tombouctou deuxième du groupe A. Match amical international, le Mali affronte demain la Côte d'Ivoire. Oui, les Aigles du Mali sont donc à Abidjan pour affronter les éléphants de Côte d'Ivoire demain mardi. Un amical international de préparation pour la phase finale. La CAN Côte d'Ivoire 2023, dont le coup d'envoi donc est prévu dans environ 4 mois, donc précisément en janvier prochain. À leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les Aigles ont été accueillis par une forte colonie malienne vivant en Côte d'Ivoire avant de s'installer à leur hôtel au quartier Plateau. Sur les 23 Aigles au rassemblement ici à Bamako, des joueurs ne joueront pas ces matchs amicaux pour diverses raisons. Il s'agit de Adama Traoré Malouda pour blessure et de Alou Dieng rentré en Égypte pour préparer une finale de coupe. Cet après-midi, les Aigles effectueront la reconnaissance du terrain au stade olympique Alassane Ouattara de Bembé au nord d'Abidjan, stade inauguré le 3 octobre 2020 avec un match gala entre ASEC Mimosa et Africa Sport d'Abidjan, les deux plus grands clubs du football ivoirien. Faut-il le rappeler, les Aigles ont donc quitté Bamako hier dimanche dans l'après-midi pour Abidjan, 2 jours après leur large victoire 4-0 sur le Soudan du Sud vendredi au stade du 26 mars de Rimadio au compte de la 6e et dernière journée du groupe G des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Groupe G qui a finalement donné son verdict hier à Marrakech au Maroc avec la qualification de la Gambie aux dépens du Congo, cruellement coiffé au poteau. Menant d'abord par 2-0 au 30e et 46e minute de jeu, puis 2-1 à la 79e minute de jeu et virtuellement qualifié jusqu'à la 90e minute de jeu où tout a finalement basculé. Le Congolais se laisse filer entre les doigts la qualification avec l'égalisation gambienne qui change tout, avec surtout une terrible inversion des positions faisant passer le Congo du 2e ou 3e rang et la Gambie de la 3e à la 2e place qualificative derrière le Mali, leader incontesté du groupe G. Ousmane. Tous les qualifiés seront connus ce mardi. Il s'agit bien de la suite des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Oui, ce sera l'issue de la rencontre Cameroun-Burundi, 6e et dernière journée du groupe C des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Match prévu demain mardi à 19h au stade Roundé Adja de Garoua, à l'issue duquel l'on connaîtra les 2 derniers qualifiés, donc dimanche les 2 qualifiés de ce groupe à 3. Après la disqualification du Kenya, tout reste encore indécis entre le Cameroun, le Burundi et la Namibie. Au programme, c'est lundi un seul match du groupe A, Guinée-Bissau, Sierra Leone, cet après-midi à 16h pour la formalité, puisqu'ils sont déjà qualifiés, la Guinée-Bissau et le Nigeria. Le Nigeria, d'ailleurs, qui a atomisé Sao Tomé et Principe hier par les scores sans appel de 6-0. Autre résultat enregistré hier dimanche, le Togo a gagné 3-2 contre le Cap-Vert dans le groupe B. Victoire pour l'honneur pour les Togolais déjà éliminés et défaite sans conséquence pour les Cap-Verdiens qualifiés du groupe avec le Burkina Faso pour la CAN 2023. Direction l'Europe, en France, l'Olympique lyonnais n'a plus d'entraîneur. Idem pour la National Mannschaft, il s'agit là de l'équipe nationale d'Allemagne. Oui, on va d'abord commencer par la France pour dire que la valse des entraîneurs a déjà commencé en France quelques journées seulement après le début du championnat. Laurent Blanc, entraîneur de l'Olympique lyonnais, est mis à pied par John Textor. Le propriétaire américain du club a décidé de se séparer du champion du monde 98 suite à la déroute 4-1 des Lions contre le PSG. Laurent Blanc, coach de l'OL, l'Olympique lyonnais, donc, aurait été limogé par John Textor. Le propriétaire américain donc, du club, comme je le disais tout à l'heure, a décidé de se séparer de son entraîneur alors que l'Olympique lyonnais est dernier de Ligue 1 sans avoir gagné un match après 4 journées. C'est fini, a confirmé son entourage ce lundi 11 septembre 2023 à l'AFP.
Le club n'a pas encore officiellement confirmé l'information du journal, mais pourrait communiquer dans les heures qui suivent. Laurent Blanc a donc eu le temps de diriger 36 matchs depuis son arrivée à l'Olympique lyonnais. Le désormais ex-entraîneur du club rhodanien affiche un bilan de 18 victoires, 6 nuls et 11 défaites. L'entraînement donc de mardi sera assuré par Jean-François Villiers, qui faisait partie de son staff et qui aura pour adjoint Sonny Anderson, conseiller du président, et Jérémy Bréchet. En parallèle, les patrons de l'Olympique lyonnais continuent de consulter et chercher le bon entraîneur. Quelques noms circulent déjà, Ousmane. Il s'agit notamment de Gennaro Gattuso, ancien international italien, qui a donc entraîné le Milan AC et Valence. Habib Beye, ancien international sénégalais qui officie sur le banc des Red Stars en 3e division en France, et Olivier Glasner qui a remporté l'Europa League, la Ligue Europa donc avec Francfort. Alors, s'agissant de l'Allemagne, donc l'Allemagne a donc limogé son sélectionneur Hansi Flick. Le technicien allemand a donc été limogé au lendemain d'une défaite humiliante à domicile, 4-1 samedi face au Japon. Rudi Völler, Hans Wolf et Sandro Wagner seront donc sur le banc allemand pour affronter l'équipe de France mardi à Dortmund, 20h en match amical. Selon Bild, Julian Nagelsmann, un ex-entraîneur donc du Bayern Munich et de Red Bull Leipzig, pourrait remplacer Hansi Flick. D'autres noms comme Louis van Gaal, libre depuis son départ donc de sélection des Pays-Bas, et aussi Olivier Glasner, donc c'est des noms également qui circulent. On va donc tout simplement dire qu'à 9 mois de l'Euro qu'elle acquérera, la Mannschaft veut lancer un nouveau cycle, Ousmane. Difficile de boucler ce journal et cette page sportive sans parler de l'insatiable Novak Djokovic, le Serbe qui vient de remporter un 24e titre de Grand Chelem en tennis, plus que jamais seul au monde, le Serbe à 36 ans. Oui, c'est tout simplement historique. Novak Djokovic a remporté hier son 4e US Open au terme de 3h17 d'échange exténuant en finale du US Open. Les Serbes a battu hier son rival russe Daniil Medvedev 6-3, 7-6 et 6-3, remportant ainsi son 24e titre de Grand Chelem. Novak Djokovic égale le record absolu détenu par l'Australienne Margaret Court depuis l'US Open de 1973 et devient le premier joueur à avoir remporté 3 titres de Grand Chelem en une saison à 4 reprises distinctes. Ce succès lui assure la reprise au classement mondial numéro 1 ce lundi avec un record de 390 semaines au sommet. Il était donc devenu le tennisman le plus titré en Grand Chelem chez les hommes à la suite de sa victoire à Roland Garros en juin dernier, dépassant donc Rafael Nadal avec 158 millions d'euros. Tenez-vous bien, 158 millions d'euros après 20 ans passés sur le circuit professionnel. Il est d'ailleurs le joueur qui a accumulé le plus de gains dans l'histoire du tennis derrière Rafael Nadal, Roger Federer, Serena Williams et encore Andy Murray, qui ne dépasse pas les 120 millions d'euros. Alors, et ils sont au niveau des 120 millions d'euros, tandis que Novak Djokovic est à 158 millions. Donc, vous voyez la différence. Outre son patrimoine, Novak Djokovic a également battu un nouveau record avec cette victoire. Il est désormais l'homme le plus âgé à remporter l'US Open 3 mois après avoir déjà été l'homme le plus âgé à gagner Roland Garros. D'ailleurs, à la fin de la finale, il a dit, quand les journalistes ont posé la question, quand est-ce qu'il va arrêter, il a dit le jour où j'aurai une fessée de la part des jeunes, j'arrêterai le tennis. En tout cas, il est bien talonné quand même par des jeunes comme les Alcaraz. Merci Foti Tunkara pour cette page sportive bien remplie. À 13h. Avec surtout votre soutien. À 13h passé de 22 minutes à Dramani, région de Caille. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Ndao, mise en ligne, Marcel Tessouvé, réalisation Souma Ouaïdara, mise en ligne Alimata Ouattara. Gardez vos positions d'écoute dans un instant. Aïssata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30 et vous serez en compagnie de Koumba Sissi.